Bonjour à tous, bienvenue dans cette 47e leçon d'analyse technique, alors celle-ci consacrée aux bandes de Bollinger, du nom de son créateur américain John Bollinger, donc ça se prononce bien Bollinger et non Bollinger comme on l'entend parfois sur les chaînes francophones, ça c'est pour mon côté puriste. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais prendre un graphique boursier, celui de Tesla en l'occurrence, coté sur le Nasdaq, et puis je vais incorporer des bandes de Bollinger, vous expliquer comment choisir les paramètres de ces bandes de Bollinger, et puis vous expliquer en détail comment utiliser cet indicateur technique, qui est notamment très utile pour repérer des zones de survente et de surachat, mais pas seulement, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer ici sur indicateur et puis je vais taper BB pour Bollinger Bands et donc on va rajouter des bandes de Bollinger comme ceci et donc on se retrouve ici avec un graphique boursier, en l'occurrence celui de Tesla, et deux bandes de Bollinger. Je vais vous expliquer en détail en quoi ça consiste. Donc on se retrouve ici avec des bandes de Bollinger et donc on a deux paramètres ici. Le premier paramètre 20 qui correspond à la longueur de la moyenne mobile simple. Donc vous voyez qu'ici au milieu on a une moyenne mobile simple, ici une moyenne mobile simple 20 périodes. Donc le paramètre qui est ici correspond à la longueur de la moyenne mobile simple, ici 20 périodes. Et puis on a un second paramètre ici qui correspond à l'écart type. Donc ici on va travailler à partir de deux écarts types autour de la moyenne. Alors ce que je vais faire tout de suite avant de poursuivre avec la présentation, c'est que je vais aller ici, cliquer sur format et puis modifier. Alors je ne vais pas modifier les paramètres utilisés, on va garder une moyenne mobile 20 périodes et puis on va garder deux écarts types autour de la moyenne. Je vais simplement modifier le style ici. Donc je vais supprimer ici le background et puis ici je vais mettre tout en noir. Donc la médiane ici qui est en réalité une moyenne mobile 20 périodes, la bande de Bollinger supérieure, upper, et puis la bande de Bollinger inférieure, lower, ici, et je vais tout mettre en noir, ce sera plus lisible. Et donc je vais mettre ceci comme ça, voilà, voilà, de manière un peu plus épaisse. On aura des bandes de Bollinger plus épaisses et une moyenne mobile qui sont représentées de la même manière. Donc on se retrouve avec un graphique boursier, celui de Tesla, et puis on voit qu'autour on a deux bandes de Bollinger, une bande de Bollinger supérieure ici en haut. Donc on voit ici cette bande de Bollinger supérieure qui monte ici, et puis une bande de Bollinger inférieure ici en bas qui descend ici, et au milieu de ces deux bandes de Bollinger, on a une moyenne mobile simple, 20 périodes, c'est ce qu'on a vu ici. De ce fait, les bandes de Bollinger sont un indicateur technique qui vient s'ajouter directement au cours de bourse, comme pour les moyennes mobiles par exemple, et donc il se différencie d'autres indicateurs techniques comme par exemple le RSI, le MACD ou encore le stochastique, qui sont des indicateurs qui apparaissent en dessous du graphique boursier. Alors les bandes de Bollinger sont au nombre de deux. On a d'un côté une bande de Bollinger supérieure et de l'autre une bande de Bollinger inférieure. J'en ai parlé juste avant. Ces bandes de Bollinger sont situées à deux écarts types de la moyenne mobile. Donc deux écarts types en haut ici et puis deux écarts types en bas ici. Et donc celles-ci prennent en compte la dispersion des prix autour d'une moyenne mobile simple, généralement d'une moyenne mobile simple 20 périodes ou SMA 20 en anglais. Donc ici j'utilise bien deux écarts types, on l'a vu ici, et j'utilise bien une moyenne mobile 20 périodes, c'est ce qu'on voit ici. Alors généralement on utilise un écart type de 2, mais on peut tout à fait modifier ce paramètre. Ce paramètre est modifiable ici, il suffit d'aller dans Input et de modifier ici l'écart type. Alors très rapidement, pour ceux qui n'ont aucune base en statistique, un écart type c'est quoi? C'est tout simplement une mesure de dispersion d'une série de données autour de sa moyenne. Il s'agit plus spécifiquement de la racine carrée de la variance, donc ça c'est l'aspect un peu plus mathématique. Et puis la variance étant elle-même une mesure de dispersion qui est peu facile à interpréter, on utilise la racine carrée de cette variance pour avoir un résultat qui soit dans la même unité de mesure que la moyenne et donc plus facilement interprétable. C'est pour ça qu'on utilise l'écart type. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. A noter que l'écart type est utilisé pour calculer la volatilité historique. Donc lorsqu'on parle de volatilité d'un cours de bourse, on fait en fait allusion à la dispersion des cours autour d'une moyenne. Et cette volatilité historique correspond en réalité à l'écart type des rendements sur une période donnée. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'interprétation pour vous expliquer un peu comment on utilise ces bandes de Bollinger lorsqu'on analyse un graphique boursier. Donc la première notion à comprendre, c'est la notion de volatilité. Donc l'écart type étant une mesure de volatilité,
quand les cours deviennent plus volatiles, les bandes de Bollinger vont s'écarter et lorsque la volatilité s'estompe, les bandes de Bollinger vont se rétrécir. C'est ce qu'on peut voir ici. Lorsqu'on a des bandes de Bollinger relativement resserrées, ça veut dire qu'on a une volatilité relativement faible. Et puis lorsqu'on a des bandes de Bollinger qui s'écartent, comme ici, on voit qu'on a des bandes de Bollinger extrêmement écartées les unes des autres, en tout cas l'une de l'autre. Ça veut dire qu'on a une volatilité très importante sur le cours de bourse, ici sur le cours de Tesla. Alors un point à comprendre en finance, c'est que généralement la volatilité évolue par phase, c'est-à-dire que généralement on se retrouve dans des phases peu volatiles comme ici, ou en tout cas relativement peu volatiles, parce qu'en fait si on zoome on va se retrouver avec une volatilité quand même qui n'est pas anodine. Vous voyez, si je zoome on a quand même de la volatilité, mais cette volatilité est beaucoup plus faible que celle qu'on a à partir de 2019. Et puis, donc, on a des périodes qui sont extrêmement peu volatiles pendant plusieurs années. On voit ici que cette période dure de 2010 quasiment à 2019. Et puis, on a ensuite généralement des périodes beaucoup plus volatiles. Donc, les cours de bourse évoluent par phase et passent d'une période peu volatile qui peut durer un certain temps, parfois plusieurs années, à une période beaucoup plus volatile avec des mouvements directionnels beaucoup plus importants. Alors le deuxième point important, c'est le surachat potentiel, donc le repérage des zones de surachat. C'est ce qu'on voit ici, les bandes de Bollinger nous permettent de repérer les zones de surachat. Donc je vais zoomer ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre comme ceci. Vous voyez, on a un cours de bourse qui évolue ici en dehors de la bande de Bollinger supérieure, et puis on a l'apparition d'un chandelier ici, donc en étoile filante, qui intervient en dehors de la bande de Bollinger supérieure. Ça veut dire ici qu'on se retrouve dans un scénario extrême. Pourquoi? Parce que les cours évoluent à 90% à l'intérieur des bandes de Bollinger et seulement 10% du temps en dehors des bandes de Bollinger. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit également ici, ou également ici. Lorsque ces cours évoluent en dehors des bandes de Bollinger, généralement le marché ramène ses cours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et on peut le voir ici, donc on a un cours qui évolue en dehors de la bande de Bollinger supérieure, et puis est ramené à l'intérieur de cette bande de Bollinger supérieure. Idem ici, on a un chandelier qui sort ici de la bande de Bollinger supérieure, et puis on voit que les cours reviennent à l'intérieur. Et puis c'est la même chose ici, puisqu'on a une mèche haute ici, avec des cours qui reviennent à l'intérieur de la bande de Bollinger supérieure, et encore ici, puisqu'on voit que les cours sont sortis pour aller chercher un plus haut à 1246 $, avant de se rétracter, et de clôturer ici à 1030 $ au moment où je tourne cette vidéo. Alors j'attire votre attention sur une chose, c'est-à-dire que les cours peuvent sortir de leur bande de Bollinger supérieure, comme ici, et donc indiquer un surachat. Pour autant, cette période de surachat peut durer un certain temps et on peut donc assister à une accélération haussière avant une consolidation ou un retournement. Et on voit que c'est ce qu'on a ici. Donc on voit ici par exemple que vous voyez les cours sont au-dessus ici de la bande de Bollinger, c'est la même chose ici, c'est la même chose ici, et puis pourtant on continue de monter. Pourquoi? Parce que ce surachat peut durer un certain temps. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire qu'on a un très fort momentum et donc que les cours sont dans un mouvement extrêmement directionnel. Et généralement lorsqu'un mouvement est extrêmement directionnel, on a du mal à venir interrompre celui-ci. Alors bien entendu, on peut se retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire que le chandelier sort complètement de la bande de Bollinger inférieure, c'est ce qu'on a ici. On voit surtout que les cours sont ramenés à l'intérieur de cette bande de Bollinger, c'est-à-dire qu'on a une réaction du marché au moment où justement la survente devient extrême, et on voit ici que le marché ramène les cours à l'intérieur de la bande de Bollinger inférieure. Alors attention cependant, puisque lorsqu'on est en position de survente potentielle, on peut avoir une accélération baissière et donc une succession de chandeliers baissiers en dehors des bandes de Bollinger. Donc je vais ici passer en fréquence journalière pour vous montrer ça. Vous voyez, ici on est en position de survente potentielle. Pour autant, on voit que les cours de bourse continuent à baisser pendant plusieurs jours ici avant de se reprendre ensuite. Ce qu'il est bon de garder à l'esprit comme ici, c'est que lorsqu'un chandelier ouvre entièrement en dessous de la bande de Bollinger inférieure, vous voyez qu'ici il ouvre en dessous, il vient chercher un plus bas, il remonte et puis il clôture ici. Généralement ce qui se passe plusieurs séances après, c'est qu'on vient faire un point bas et puis les cours repartent à la hausse et on a une stabilisation du mouvement baissier. C'est ce qu'on a ici.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on a un épisode de survente, comme signalé ici par un chandelier en dehors des bandes de Bollinger, on peut déjà anticiper un retournement ou en tout cas une consolidation du marché dans les séances qui viennent. Donc ici on est en fréquence journalière, bien entendu ça marche également en fréquence hebdomadaire ou mensuelle lorsque ces chandeliers apparaissent en dehors des bandes de Bollinger dans ces unités de temps. Alors le quatrième point important, c'est la présence potentielle de divergence lorsqu'on regarde les cours en chandelier japonais, et c'est ce que je vais expliquer tout de suite. Donc on le voit ici, on a un premier chandelier qui ouvre ici en dehors de la bande de Bollinger inférieure, et puis qui clôture en dehors de la bande de Bollinger inférieure. On voit également que tout le chandelier est en dehors de la bande de Bollinger inférieure. Donc on a un premier point bas ici, et puis on a un marché qui repart de manière extrêmement directionnelle ici, et qui vient faire un nouveau point bas ici, avec une mèche basse extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs ici qui ramènent les cours à l'intérieur de la bande de Bollinger inférieure. Et donc ce qu'il est bon de regarder, c'est de regarder les deux points bas ici, donc ce premier point bas ici, et puis ce second point bas ici. Et ce qu'on voit ici, c'est que le premier point bas, en fait, apparaît à l'extérieur de la bande de Bollinger inférieure, alors que le deuxième point bas ici, au niveau du corps, n'apparaît pas en dehors de la bande de Bollinger. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce chandelier baissier est plus extrême d'un point de vue statistique que ce chandelier baissier, ce qui veut dire également que potentiellement ici, on a une divergence haussière au niveau des bandes de Bollinger. Et ce qu'on voit ensuite, c'est qu'effectivement, les cours se reprennent très rapidement, puisque les cours remontent au niveau du chandelier de départ ici, viennent refaire un point bas, et puis on repart ensuite vers le haut. Conclusion, lorsqu'on a ce type de configuration, donc un chandelier en dehors de la bande de Bollinger inférieure et un chandelier à l'intérieur de la bande de Bollinger inférieure, on a potentiellement une divergence haussière ici, et donc on peut s'attendre à un retournement du marché au moins à court terme. Donc je vais maintenant me focaliser sur une divergence baissière. Donc je prends l'exemple inverse. On a un premier chandelier qui fait un nouveau plus haut en dehors de la bande de Bollinger supérieure ici. Et puis on a un second plus haut ici qui est fait à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc on a bien un nouveau plus haut au niveau des cours de bourse. Pour autant, d'un point de vue statistique, ce plus haut est plus extrême que celui-ci. Pourquoi? Parce que ce plus haut se situe en dehors des bandes de Bollinger. Et donc en réalité, on a une divergence baissière ici. Et qu'est-ce qui se passe dans la foulée? On a une correction très rapide des cours et puis une rechute du cours de bourse de Tesla ici en unité de temps journalière. Donc pour résumer, une divergence baissière apparaît lorsque les cours viennent faire un nouveau plus haut, alors même que le premier plus haut se trouve en dehors des bandes de Bollinger, comme ici, et que le deuxième plus haut se trouve à l'intérieur des bandes de Bollinger, comme ici. De la même manière, une divergence haussière apparaît lorsque les cours viennent faire un nouveau plus bas, donc comme ici, alors même qu'un premier plus bas se trouve en dehors des Bollinger, donc comme ici, et que le deuxième plus bas se trouve à l'intérieur des bandes de Bollinger, comme ici. Dans ce cas-là, on a bien une divergence haussière. Et comme je le dis souvent, les divergences sont faites pour être corrigées. Donc lorsqu'on fait un nouveau plus haut comme ceci, alors même qu'on a une divergence au niveau des bandes de Bollinger, il est préférable de ne pas rentrer en position acheteuse ici. De la même manière, lorsqu'on a une divergence haussière au niveau des bandes de Bollinger ici, il est préférable de ne pas rentrer en position vendeuse ici, mais d'attendre un rebond du marché par exemple. Enfin, cinquième et dernière façon d'utiliser les bandes de Bollinger, c'est de se focaliser sur les périodes de squeeze. Donc comme ici, un squeeze c'est quoi? C'est lorsqu'on a un resserrement prolongé des bandes de Bollinger, c'est-à-dire lorsque les cours sont faiblement volatiles comme ici. Donc généralement ça ressemble à un rectangle. On a une zone de consolidation horizontale avec une volatilité relativement faible, c'est ce qu'on voit ici. On a des oscillations au sein des deux bandes de Bollinger comme ici. Et puis, ce qui se passe généralement, c'est qu'on a une fausse sortie d'un côté, donc ce qu'on appelle en anglais head fake, donc une fausse sortie comme ici, et puis les cours repartent de l'autre côté avec une très forte accélération et un très fort mouvement directionnel comme ici. Donc le squeeze nous indique quoi? Tout simplement que l'actif que l'on regarde est entré en période de faible volatilité. Cette faible volatilité peut durer un certain temps, parfois des semaines, des mois, voire des années. Et puis l'idée est donc d'attendre un breakout, donc une sortie, en tout cas une cassure extrêmement rapide. Généralement, il faut quand même se méfier parce qu'on a des head fakes, c'est-à-dire des fausses sorties, comme ici on a une accélération baissière ici. Vous voyez ici je suis capable de tracer
Je vais le faire tout de suite un rectangle ici de consolidation. Je vais le tracer comme ceci. Voilà. Et puis je vais tracer, voilà, on va essayer de mettre ça bien. Et puis je vais tracer ici la zone de support. Voilà, comme ceci. Grosso modo, ça ressemblerait à ça. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on a une fausse cassure ici de cette zone de support. On a une réintégration du cours au sein du canal horizontal ou de la zone de consolidation. Et puis on a un très fort mouvement directionnel qui s'ensuit de l'autre côté. Donc il faut toujours faire attention aux fausses cassures. Mais l'idée, c'est de prendre le mouvement directionnel lorsqu'il démarre. Donc ici, éventuellement d'attendre un tout petit peu que le mouvement se confirme, de ne pas être trop proche de la zone de résistance, et puis de prendre le mouvement directionnel et de se laisser porter par le marché. Donc ça, c'est plutôt pour les traders, mais bien entendu, des investisseurs peuvent également jouer ce genre de configuration. Voilà, donc les bandes de Bollinger nous donnent essentiellement 5 informations. La première information, c'est l'état de la volatilité, à savoir est-ce que l'actif qui m'intéresse est dans une période volatile ou dans une période faiblement volatile. La deuxième information que nous donnent les bandes de Bollinger, c'est l'entrée potentielle du cours de bourse en zone de surachat, auquel cas on peut s'attendre à une correction au moins passagère. C'est ce qu'on observe ici, vous voyez, on a une très forte accélération du cours de bourse. Puis on a une mèche haute extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les cours sont ramenés ici à proximité de la bande de Bollinger supérieure. La troisième information donnée par les bandes de Bollinger, c'est l'entrée potentielle en zone de survente, auquel cas on peut s'attendre éventuellement à une correction de courte durée, en tout cas une correction temporaire. Et puis la quatrième information, c'est la présence potentielle de divergence lorsque je regarde les cours de bourse sans bande de Bollinger et avec bande de Bollinger. Je l'ai expliqué juste avant. Enfin, la cinquième information donnée par les bandes de Bollinger, c'est la présence potentielle d'un squeeze. Un squeeze, c'est quoi? C'est tout simplement une période de consolidation horizontale ou consolidation latérale qui a lieu dans une faible volatilité. Et donc généralement, ces périodes de faible volatilité sont suivies d'un retour de la volatilité avec l'apparition d'un fort mouvement directionnel. C'est ce qu'on a ici. Donc on a un mouvement de latéralisation comme ceci avec une faible volatilité, caractérisé par le resserrement des bandes de Bollinger, c'est ce qu'on a ici, on a des bandes relativement resserrées, et puis l'accélération ensuite, ou en tout cas l'apparition d'un mouvement extrêmement directionnel qui peut être extrêmement intéressant à prendre lorsqu'on est un trader ou éventuellement un investisseur à long terme lorsque ces mouvements apparaissent sur des unités de temps de type hebdomadaire ou mensuel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bandes de Bollinger. J'espère que celle-ci vous a plu. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.